Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue donc pour ce webinaire qui va parler donc de la remise en cause du critère d'ancienneté. Bon, un peu un coup de tonnerre qui est survenu après la décision de la Cour de cassation le 3 avril de cette année et donc qui a été suivi par l'URSSAF, et on va voir donc un peu ensemble ce que ça va entraîner en termes de conséquences pour vos œuvres sociales. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop, et là. Et- On se présente rapidement. Ouais. Pierre, je te laisse commencer. Oui, tout à fait. Donc, Pierre Lescarbotte, de Secafi, donc consultant chez Secafi. On accompagne les CSE, que ce soit sur les sujets d'information, consultation, mais aussi sur leurs aspects comptables, et notamment, on va le voir, dans la refonte potentiellement de leur budget, puisque ça va avoir de gros impacts budgétaires s'il faut servir les salariés dès le premier jour d'arrivée ou presque. Voilà. Et moi, je suis Diego Parvec. Je suis un des avocats du cabinet Atlante, donc cabinet d'avocats qui est dédié à la défense des salariés à titre individuel ou à titre collectif, en travaillant notamment avec les CSE et qui accompagne donc les CSE de façon complémentaire à ce que fait Secafi. C'est pour ça qu'on est là tous les deux pour vous parler de ce sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout d'abord dérouler cette présentation. Ça va peut-être nous prendre une trentaine de minutes, et après, on essaiera de répondre au plus de questions possibles. Alors, bon, à savoir que vous êtes quand même assez nombreux, donc je suis pas sûr qu'on pourra répondre à toutes, mais on va faire le maximum. Et de toute façon, on est là pour vous accompagner, bien sûr, au-delà de ce webinaire. Il y aura aussi trois petits sondages pour prendre un peu la température sur ce sujet qu'on va vous proposer. Et il va y en avoir un d'ailleurs dès le début de cette présentation. Hop. Vous allez voir un sondage, savoir si vous avez fait évoluer ou non votre offre d'ASC depuis la communication de cette fameuse jurisprudence, et aussi de la publication par l'URSSAF du fait qu'il adhère à ce critère et qu'il va falloir le mettre en place, en tout cas pour l'URSSAF, dès 2026, pour la Cour de cassation dès aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, petite remise en contexte de ce qu'est une ASC, de qui décide donc de ces fameuses ASC et quelles conditions peut-on y appliquer, et quelles vont être les conséquences sur votre offre au global suite à cette fameuse décision. Alors, le sondage a été lancé. Euh, Suite à la remise en cause du critère d'ancienneté, avez-vous fait évoluer vos offres d'activités sociales et culturelles? On est à 53% de oui et à D'accord. 46% de non. Alors ça évolue un peu Mmh. encore, mais voilà, ça veut dire qu'on est effectivement pour une grosse moitié de oui, donc des évolutions que vous avez D'accord. déjà mises en œuvre. Et du coup, on vous donnera aussi des pistes dans le cadre du webinaire Mmh. de ce que vous pourriez continuer à faire ou faire pour ceux qui n'ont pas fait. Tout à fait. Et il va y avoir tout de suite un deuxième sondage. Bon, il y en aura trois dans ce webinaire. Savoir si vous avez fait évoluer votre documentation interne suite à cette même décision. Bon, on revient un peu aux bases pour ce qui est des ASC. Donc, qu'est-ce qu'une ASC? Selon la loi, c'est défini au travers du Code du travail. Il y a quatre critères cumulatifs qui permettent de qualifier une activité d'activité sociale et culturelle. Tout d'abord, elle doit être facultative, c'est-à-dire non liée à des obligations légales ou conventionnelles. Elle doit être ouverte à tous, et c'est en ce sens que la Cour de cassation a pris cette fameuse décision, ouverte à tous les salariés, tous les stagiaires, et peuvent être ouvertes, donc ça c'est au choix du CSE, à d'anciens salariés, donc les retraités, et aux membres de la famille. Celle-ci doit être attribuée sans discrimination, toujours un peu rebondir sur la Cour de cassation, donc qui juge justement que ce critère d'ancienneté serait discriminatoire, et doit viser à améliorer les conditions de bien-être des salariés. Alors, résultat de ce deuxième vote, donc suite à la remise en cause du critère d'ancienneté, avez-vous fait évoluer vos documents internes, exemple règlement Mmh. intérieur, mais ça peut être aussi la documentation interne d'informations vis-à-vis des ouvrants droit. Donc là, inversement à ce qu'on avait dans le sondage juste avant, on a à peu près 57% de non, D'accord. et donc les oui sont minoritaires, mais pour une petite moitié. Ça veut dire que à la fois vous avez pris en compte pour une majorité, mais qu'il y a une majorité qui n'a pas fait évoluer la documentation interne, et on en reparlera notamment dans le fil des questions en fin de webinaire. Tout à fait. Alors, toujours encore une fois sur la définition d'une ASC, mais je vais juste anticiper un peu sur la présentation que va vous faire Diego, qui la fera beaucoup mieux que je ne pourrais vous le faire, sur la dichotomie
entre guillemets, entre la Cour de cassation, entre le législateur et l'URSSAF, puisque dès l'origine, le législateur considérait que les ASC servis par le CSE constituaient des compléments de rémunération et auraient dû être soumis à cotisation sociale. L'URSSAF a par la suite édicté des tolérances en disant, bon, bah, telle activité, je ne la redresserai pas, etc. Et donc, il y a toujours cette dichotomie entre le législateur et l'URSSAF, et c'est ce qu'on va voir, puisque l'URSSAF va vous permettre, entre guillemets, de vous mettre en conformité avec ce fameux critère jusqu'en 2026. Mais dès aujourd'hui, si un salarié ou une organisation syndicale était amené à ester en justice par rapport à ce sujet, ils auraient gain de cause. Diego va vous en parler par la suite. Alors, qu'est-ce qu'une ASC? Donc, toujours une fois, selon la loi, deux critères sur lesquels on revient, encore une fois, sur laquelle cette jurisprudence est basée. Donc, ça concerne les salariés et les stagiaires, sans distinction que ce soit le type de contrat, la catégorie professionnelle, le temps de travail, pas de distinction selon que ce soit un temps plein, un temps partiel, la présence effective, puisque dès qu'il y a contrat de travail, il y a ASC, et, donc entre guillemets, nouveauté, mais ça a souvent été la position du législateur, mais cette fois-ci, entre guillemets, acceptée par l'URSSAF, ni par rapport à l'ancienneté. Critère qui a été mis en place jusqu'alors dans la plupart des CSE. Je pense que la plupart des CSE que j'accompagnais avaient en tout cas des critères jusqu'à cette jurisprudence de 3 ou 6 mois généralement par rapport à cette ancienneté. Critères qui s'entendaient en tout cas sur des aspects de logistique, puisque le temps d'avoir nécessairement les fichiers des salariés, etc., savoir quels étaient les bénéficiaires, et surtout qui s'entendaient, et c'est surtout en ça la révolution, sur des aspects budgétaires, puisque aujourd'hui, bon, au-delà des aspects logistiques, un salarié qui arriverait le 27 décembre dans votre entreprise devrait théoriquement bénéficier de toutes les ASC de l'année, mais ne contribuerait qu'à 3 jours, entre guillemets, ou 4 jours dans la masse salariale qui permet le calcul de votre subvention. C'est en ça la véritable problématique budgétaire que rencontrent les CSE. Je reviens au support. Donc l'activité doit être distribuée sans discrimination. Cependant, dans le cadre de certaines activités, dans le cadre de certaines prestations, le CSE peut appliquer des critères qu'on pourrait qualifier de discrimination positive, entre guillemets, mais le législateur parle de critères sociaux, qui permettent de faire varier, entre guillemets, le bénéfice des ASC selon quelque chose de prédéterminé, ce qui est souvent retenu. C'est le quotient familial dans le but de faire bénéficier les salariés, donc les plus précaires, si j'ose dire, de plus de prestations, tout simplement. À savoir, d'ailleurs, qu'il y a une seule prestation où ce critère est obligatoire, et c'est le chèque vacances. Pour tout le reste, le CSE est libre de moduler ou non ses activités. Alors, je passe à la page suivante et toujours donc dans la définition de ce qu'est une ASC. Donc le CSE est libre de déterminer la politique sociale et culturelle, puisque le CSE a en effet le monopole de ses activités. C'est le cas depuis d'ailleurs la charte de travail de 1941. Le CSE peut choisir par contre de déléguer en effet cette gestion soit à l'employeur, soit à des tiers. Dans le cadre, alors les exemples qui vous sont proposés sont la restauration collective, les activités sportives. Voilà. Donc deux catégories entre guillemets d'ASC qu'on pourrait entre guillemets les classer selon deux catégories. Les activités individuelles, ce qui est très souvent proposé. En général, les incontournables sont souvent le chèque vacances, le chèque Noël, les remboursements d'abonnements aussi par exemple. Bon, vous connaissez aussi le catalogue entre guillemets possible qui est extrêmement vaste d'ailleurs, aussi bien que moi. Des activités collectives, puisqu'à l'origine c'est aussi pour ça entre guillemets que le CSE est apparu. Donc que ce soit des voyages, des soirées, les fêtes, le fameux arbre de Noël, les fêtes de Noël, les tombolas, etc. Quelles règles, cette fois-ci, le CSE doit respecter dans le cadre de la mise en œuvre de ces fameuses ASC? Donc le CSE doit théoriquement informer l'employeur des avantages qui pourraient être soumis à cotisation sociale. Bon, c'est généralement jamais le cas puisque c'est l'employeur qui est en contact avec les URSSAF. Et théoriquement, selon le législateur, selon la Cour de cassation, toute somme, entre guillemets, versée devrait être soumise à cotisation sociale. Et l'URSSAF, on va le voir juste après, admet certaines tolérances pour un bon nombre de prestations, à toutes celles que je vous ai énumérées précédemment, sont donc, d'après l'URSSAF, non soumises à cotisation dans le but de conserver un intérêt, entre guillemets, aux ASC qui sont servis par le CSE. Donc, par exemple, vous connaissez tous le plafond pour les bons d'achat qui doivent être donc liés à des événements. 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2024, c'était 193 €. Pour 2025, puisque le plafond mensuel de la sécurité sociale a été publié, on sera à 196.
Et je te laisse la main, Diego. Merci, Pierre. Alors, la question, une fois cette présentation faite, c'est la question de ce que signifie cette jurisprudence du 3 avril 2024. La Cour de cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée. Et ce qu'il est important de voir, c'est qu'il n'y a pas de référence spécifique à la notion de discrimination, même si on est dans une compréhension de termes et de concepts qui tournent autour de la discrimination. Mais avant tout, en fait, la Cour de cassation, les juges, ce qu'ils ont mis en avant, c'est juste la définition, en fait, de l'article L411-3, alinéa 2 des dispositifs du Code du travail, qui dit quoi? Qui dit, grosso modo, c'est la définition qu'on évoquait tout à l'heure, le Code du travail nous dit que bénéficient des ASC les salariés, les stagiaires, éventuellement les anciens salariés. Donc, quand on dit salariés anciens et stagiaires, on ne fait pas de sous-catégorie, on ne met pas de critères d'ancienneté, et donc le salarié au premier jour de son contrat de travail est considéré comme salarié, ouvrant droit des ASC. La problématique qui a vu jour notamment au sein des CSE, c'est justement la confusion qu'avait apporté et qui apporte encore aujourd'hui l'URSSAF sur une tolérance qu'elle a, elle, sur ce critère d'ancienneté, notamment ce critère de 6 mois d'ancienneté. Donc le distinguo que les CSE pouvaient faire au regard de la question des cotisations sociales uniquement, puisque c'est ça le thème de l'URSSAF, entre des salariés qui seraient arrivés et qui auraient moins de 6 mois d'ancienneté versus ceux qui auraient plus de 6 mois d'ancienneté. Ceux qui ont moins de 6 mois pour l'URSSAF peuvent bénéficier d'ASC réduites, pour le dire comme ça. La Cour de cassation, elle rappelle ici que non, qu'un salarié, c'est un salarié, qu'il soit là depuis 24 heures, 12 heures, ou qu'il soit là depuis 24 ans. Et elle renvoie à cette notion qui est juste la définition du Code du travail au travers d'une décision qui est intéressante. Pour la petite histoire, cette décision, elle intervient dans le cadre d'un CSE où, dans le règlement intérieur, il y a la volonté des élus appartenant à la majorité du CSE d'introduire un critère d'ancienneté qui n'existait pas dans ce CSE et de l'introduire, et donc de l'introduire dans le règlement intérieur qui est le texte qui va organiser la vie du CSE. Et une minorité d'élus d'un autre syndicat décide effectivement d'attaquer cette décision, considérant que cette décision elle ne correspond pas à la définition du Code du travail. Et ça passe la première instance, le tribunal judiciaire, ça passe la cour d'appel, et ça arrive jusqu'à la cour de cassation qui vient finalement rappeler le texte et dire du coup que ce règlement intérieur, effectivement, doit être annulé, en tout cas dans ces dispositions illégales. D'accord? Alors, quels sont les risques qui vont être associés? On a dans le fil des questions qui ont été posées, notamment la question de savoir si un salarié pourrait se retourner contre un CSE dans le cadre de cette décision. Cette décision, d'abord, elle est pas rétroactive en tant que telle, elle l'est de fait puisque c'est le texte qui s'applique. C'est-à-dire que on n'est pas dans un nouveau texte, on n'est pas dans une nouvelle définition définie par le Code du travail, on est dans la même définition, lue à nouveau par la Cour de cassation comme étant un peu différent des pratiques et de la confusion que j'évoquais par rapport à la règle URSSAF. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est deux choses qui sont assez différentes. Vous allez avoir un risque URSSAF qui est aujourd'hui un peu maîtrisé, on va y revenir, mais un risque aussi d'une action en justice d'un salarié. D'un salarié, par exemple, qui serait aujourd'hui arrivé avec une ancienneté donc assez faible, par exemple, il est arrivé la semaine dernière, et il va demander le bénéfice des activités sociales et culturelles, sauf que vous, CSE, vous n'avez pas encore mis en application forcément, fait tous les changements qui sont liés à cette décision, en tout cas sa prise en compte, et vous avez encore votre critère d'ancienneté. Donc, vous allez potentiellement lui refuser une partie des activités sociales et culturelles parce qu'il n'aura pas atteint cette ancienneté de 6 mois. Eh bien, il pourrait effectivement, dans l'absolu, ne bénéficiant pas de façon illégale en tant que tel de l'ensemble des ASC,
effectivement saisir le tribunal judiciaire en l'occurrence, et le risque pour le CSE, c'est de se voir condamné à une injonction de servir la SC refusée, voire une condamnation des dommages et intérêts et une condamnation aux frais de justice, ce qu'on appelle habituellement l'article 700 du Code de procédure civile. Ça, c'est une action du salarié qui serait lésé lui-même du refus, ou en tout cas de la réduction du bénéfice d'un certain nombre d'ASC du fait de son ancienneté. Action possible aussi, une action collective au sens d'une action d'une organisation syndicale, un peu comme dans la décision qui a donné lieu justement à la jurisprudence de la Chambre sociale dont on parle, saisine du tribunal judiciaire aussi par une organisation syndicale qui a la faculté de pouvoir le faire, puisque le travail de l'organisation syndicale, c'est de défendre les intérêts de la profession, les intérêts des salariés dans le cadre de cette profession, et font partie de ces intérêts la bonne application du Code du travail et de ses dispositions. Ici, ce qui serait demandé, c'est une annulation du critère d'ancienneté appliqué, un peu comme on l'avait dans le règlement intérieur que j'évoquais juste avant, une condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice de l'organisation syndicale, puisque c'est l'intérêt de la profession qu'elle défend qui est heurté, et les frais de justice, de la même façon que dans le cas précédent, c'est-à-dire l'article 700 du Code de procédure civile. Ça, c'est le risque, on va dire, qui est lié à une action d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le cadre d'une non-application de la jurisprudence ou d'une non-application, pour le dire plus simplement, du Code du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce qu'on a un risque qui serait un risque URSSAF à l'occasion donc d'un contrôle URSSAF de l'entreprise, puisque vous savez que c'est au travers des contrôles de l'entreprise que dans un deuxième temps, ou en tout cas concomitamment, se font les contrôles du CSE. Alors, le contrôle du CSE par l'URSSAF est possible, évidemment, et la question qui se pose, c'est comment l'URSSAF, alors que c'est elle qui a édicté sa tolérance sur le critère d'ancienneté de 6 mois, qu'est-ce qu'elle fait? On a la solution depuis cet été, puisque l'URSSAF, suite à la décision de la Chambre sociale, a décidé de se mettre au diapason, c'est-à-dire d'appliquer finalement la logique, la lecture de la Chambre sociale, et donc de revenir sur la tolérance qu'elle avait instaurée, qui était l'ancienneté de 6 mois. Ce qui veut dire que le risque à venir, c'est celui d'un contrôle URSSAF, où si vous avez maintenu un critère d'ancienneté de 6 mois, elle procède à un redressement. Et elle procédera à un redressement qui serait sur la totalité de la prestation engagée. D'accord? Là où vous avez une petite respiration, et ça l'URSSAF l'a dit en juillet dernier, c'est elle va laisser l'année 2025, donc la fin de l'année 2024 et l'année 2025, pour que les CSE puissent modifier le critère et les règles de versement des prestations, et donc se mettre en conformité avec la lecture du code que fait la Chambre sociale, qui est une lecture assez logique, hein, puisque c'est ce que dit le texte. Hein, la Chambre sociale n'a vraiment, pour le coup, rien inventé. Donc, vous aurez en tant que CSE un risque très très réduit, très contrôlé, puisque vous avez finalement la fin de l'année 2024 plus l'année 2025, et vous n'aurez, même si vous avez un contrôle en 2025 et que vous n'avez pas encore mis à jour finalement votre politique ASC au regard du critère d'ancienneté, vous aurez toujours la faculté de pouvoir le faire, et vous ne devriez pas être redressé sur ce terrain-là en 2025. Mais ça veut dire que ce temps qui vous est laissé, il faut que vous le mettiez à partie justement pour faire les modifications qui sont nécessaires. Le risque qui demeure au final, c'est le risque d'un salarié. Et un salarié aille au contentieux si vous lui refusez une activité sociale et culturelle sur la base d'un critère d'ancienneté illégal. Comment vous maîtrisez cette possible action-là? En fait, vous allez d'abord avoir une demande préalable. Donc peut-être que ça se traite au cas par cas, en se disant, bon, on attend les demandes, et si on a des demandes, même si on n'a pas mis à jour notre politique ASC, peut-être qu'on sert quand même l'ASC en question. Ça dépendra beaucoup de l'ASC, ça dépendra d'un certain nombre de critères qui dépendront aussi de quel CSE vous êtes. Si vous êtes un CSE pour lequel l'impact budgétaire est réduit, peut-être que ce sera plus facile.
pour des CSE, et je peux penser par exemple à des CSE, les boîtes d'intérim par exemple, qui ont un nombre de salariés qui ne sont pas en CDI, mais qui sont des salariés temporaires par définition, ou les boîtes de l'audiovisuel par exemple, qui ont un volant important, qui ont en général plus de la moitié de leurs effectifs, qui sont notamment des intermittents qui vont être là un mois et demi, 2 semaines dans l'année, donc ils vont être salariés de l'entreprise pendant ce temps-là. Bon, bah, comment on fait? Est-ce qu'effectivement on leur sert la totalité des prestations ou pas la totalité des prestations? Donc les risques associés, ils vont être mesurés au regard de ce que vous êtes comme CSE, du budget qu'est le vôtre, du type de prestation que vous ouvrez. Donc, cette condition d'ancienneté, il faut s'y intéresser. Peut-être qu'en vous y intéressant, vous verrez qu'il n'y a pas d'incidence majeure et que les révisions que vous devez faire sont assez rapides et que voilà, ça va se passer très bien, très rapidement. Dans d'autres cas de figure, ça engendre d'autres conséquences et d'autres réflexions qui sont peut-être beaucoup plus lourdes en termes d'organisation et en termes de comment on fait pour gérer l'impact sur le budget. Un point assez intéressant à mon sens, parce que ça remet la lumière sur ce que sont les ASC aussi, et sur cette notion d'une prestation euh, qui est donc dont le calcul, enfin dont le montant va dépendre du budget qui est le vôtre en termes d'ASC. Et ce budget ASC, il faut quand même rappeler qu'il est assis son calcul est assis sur une assiette qui est la masse salariale. Mais ça ne veut pas dire que c'est une quote-part de chacun des salaires des salariés concernés qui permet en fait ce calcul et l'existence de budget. C'est vraiment une assiette et donc, ce n'est pas un droit du salarié à avoir une quote-part de prestations ASC. Hein. Souvent, des salariés peuvent avoir cette logique-là, c'est-à-dire, vous, CSE, vous gérez finalement mon argent. Non, on gère un argent qui est défini légalement. Le budget ASC, le budget de fonctionnement sont définis comme étant dans un cadre légal, alors avec des calculs qui peuvent varier, mais là, on ne rentre pas dans ce détail-là. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire au final que le salarié, il n'a pas un droit acquis, en fait, en tant que tel. Il n'a pas un droit à une prestation. Et ce qui vous permet justement cette liberté à vous dans la gestion des activités sociales et culturelles, dans le monopole que rappelait Pierre tout à l'heure. Parce que quoi? Parce qu'à un moment donné, si vous voulez axer vos prestations ASC sur, par exemple, une politique ASC petite enfance, hein, vous dites, voilà, on a beaucoup de collègues aujourd'hui qui ont eu des enfants qui sont en bas âge, on veut axer sur des activités qui sont dédiées à cela, plus que d'autres, eh ben, ça veut dire que le salarié qui, lui, n'a pas d'enfants ou a des enfants qui ne sont plus en bas âge, bah, cette prestation ne l'intéressera pas. Est-ce que pour autant, il a le droit à l'équivalent en monnaie sonnante et trébuchante ou en autre chose? Eh bien, non. D'accord? Le plus fort exemple de ça, c'est quand un salarié quitte l'entreprise, quand son contrat est rompu pour licenciement, pour démission, quelle que soit la raison, dans son solde de tout compte, il n'y a pas une ligne ASC. Il n'y a pas les ASC sur lesquels j'aurais cotisé, parce qu'il n'y a pas de cotisation, et auxquels j'aurais droit parce que justement, mon salaire a servi de base de calcul à la prestation, enfin au budget ASC et donc aux prestations. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Il n'y a pas de droit en tant que tel lié au fait que mon salaire participe au calcul via l'assiette de calcul. Par contre, j'ai un droit en tant que salarié. Je suis salarié de l'entreprise, que ce soit depuis une demi-heure ou que ce soit depuis 25 ans. J'ai droit aux prestations d'activités sociales et culturelles qui sont fournies par le CSE. Alors, sur les risques associés, on fera le dernier sondage juste à la suite. Est-ce que votre CSE, il a mis en place des critères d'ancienneté pour l'attribution des ASC? Ça, c'est votre première question. S'il n'y en a pas, à la limite, voilà, c'est bien, vous avez assisté au webinaire, vous savez que vous n'avez pas d'impact. Vous pourriez même éteindre votre ordinateur maintenant. Mais non, parce qu'on a d'autres choses à vous dire. Mais si oui, voilà, il faut se poser toute une série de questions, un peu les questions qu'on vous met là très rapidement dans le cadre du webinaire. En réalité, à notre sens, en tout cas, surtout si les questions sont un peu sont complexes, peut-être avoir une réflexion d'audit. Bon, on vous en reparlera en fin de webinaire. Mais voilà, faire au moins une liste de ce que sont les prestations ASC qui sont concernées, quels sont les critères d'ancienneté qu'on a mis en place, le nombre moyen de salariés ou de stagiaires qui en bénéficient. Ça, c'est pour éventuellement d'ailleurs avoir
une réflexion sur l'impact budgétaire, quel est le nombre potentiel de bénéficiaires, ça c'est pour appréhender la suite, et le surcoût de ce que pourrait être justement la bonne application de la règle, qu'est-ce que ça signifie pour notre budget. D'où la question de ce dernier sondage, quel impact de cette décision et de finalement cette nouvelle pratique qu'il faut que vous mettiez en place sur le budget? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce qu'il y a un impact pour vous? Est-ce que c'est un impact faible, moyen ou fort? Et on vous laisse répondre, vous êtes en train de le faire. Tout à fait, mais l'impact sur le budget peut être, en effet, comme le disait Diego, très important selon votre entité. Et donc, il y a plusieurs possibilités, hein. Par la suite, c'est une fois qu'on se conforme à ce fameux critère, s'il y a un impact, s'il y a un turnover qui est relativement, entre guillemets, important dans votre entité, qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets? Est-ce qu'on revoit est-ce qu'on a les fonds propres, le patrimoine pour assurer une continuité de ces activités pendant un certain moment? Est-ce qu'on est obligé de revoir ces activités à la baisse, puisqu'il y aura plus de bénéficiaires, mais toujours la même assiette, toujours la même masse salariale et toujours les mêmes subventions? Ou est-ce que, troisième possibilité, si j'ose dire, c'est on va voir quasiment l'employeur en renégociant le taux ASC en disant bah, maintenant on est obligé de servir littéralement tout le monde, ce qui ne serait pas possible bah, de faire en sorte que la subvention suive cette jurisprudence quelque part. Alors, résultat du sondage, fort à 40%, donc impact fort à 40%. D'accord. Et il y a notamment quelques-uns d'entre vous, et notamment Nathalie, qui nous dit turnover important dans Mm. mon entreprise, donc un impact fort. Ouais, Effectivement, tout à fait. la question Mm. du turnover est un des critères Ouais. de Mm. visibilité qu'on peut avoir là-dessus. Et impact fort et même parfois incertain sur certaines prestations, puisque certaines prestations se font à la demande. Et dans ce cas-là, bah, quelle est la quote-part de salariés qui auraient été concernés par ce critère, qui vont réellement vous faire la demande ou non de ces prestations, qui vont avoir connaissance de votre catalogue dès le premier jour, si j'ose dire. Tout à fait. Il y a toujours une part d'incertitude dans une prévision budgétaire, mais il va falloir s'avérer prudent, en tout cas les prochaines années, pour mesurer cet impact-là. Donc, dans ce cadre-là, avec donc entre Atlante et Secafi, on a mis en place une réflexion, hein, évidemment, et des modalités d'accompagnement qui nous semblent assez logiques. Mm. L'idée, c'était effectivement une action un peu pluridisciplinaire, Mm. puisque c'est CAFI maîtrise le chiffre et nous plus la loi, pour le dire très rapidement. Mm. Mais on voit bien qu'il y a à la fois des critères qui sont des critères juridiques, mais aussi qui sont des critères de gestion, en fait, hein, de gestion et de budget qui vont impacter vos vies de CSE. Donc nous, on a réfléchi et ce qu'on propose, c'est un mécanisme quelque part en 3 temps, une analyse de vos pratiques, c'est-à-dire se poser et avoir un peu un mécanisme d'audit pour voir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, c'est quoi la population à laquelle vous vous adressez, quels sont, y compris les desiderata, les besoins qui sont exprimés, pourquoi vous avez telle ou telle politique ASC, parce que dans un deuxième temps, c'est l'évaluation des conséquences pour votre CSE de cette nouvelle, de cette décision et de cette nouvelle lecture qu'il faut avoir du critère d'ancienneté. Et donc là, c'est l'analyse du risque qui peut être plus ou moins forte. Et on l'a vu, par exemple, le critère de turnover, enfin le turnover peut être un des points. Et avoir un premier chiffrage budgétaire, c'est-à-dire c'est quoi l'impact budgétaire. La troisième étape étant les préconisations qu'on peut faire, qu'on pourrait vous faire, le travail qu'on pourrait faire avec vous pour que vous fassiez évoluer en sécurisant le circuit, en fait, en sécurisant les pratiques. Et il y a à la fois, donc là, très clairement, une question de budget et des questions comptables, pour le dire comme ça, des questions de critères à mettre en place pour avoir une bonne gestion budgétaire, parce que une chose, c'est de mettre en place, c'est d'évacuer le critère d'ancienneté. Une autre chose, c'est de voir ce que ça signifie derrière pour garder un minimum, ou en tout cas au mieux, un niveau d'activité sociale et culturelle qui soit celui auquel vous avez habitué les équipes et qui soit celui que vous portez dans votre projet de politique ASC. Donc, est-ce qu'il faut élaborer des nouveaux critères de modulation? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire pour ne pas avoir un impact budgétaire trop important? Tout ça, c'est ce à quoi nous, on a réfléchi avec des pistes théoriques et des pistes qu'on veut au maximum pratiques à vos côtés pour que ça corresponde à ce que vous êtes, à ce qu'est la population des salariés que vous représentez, que vous accompagnez aussi en matière d'ASC.
Tout à fait. Je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que le support va vous être envoyé à la fin de cette présentation. Et voilà. On va peut-être passer aux questions. Ouais, alors on peut en prendre, on va les prendre, là je vais prendre une des dernières, mais on va remonter le fil, hein. Donc, on a ici une question qui est la suivante. Nous avons une activité très saisonnière et avons acté jusqu'à ce jour une condition de présence sur la saison. Alors attendez, parce que comme les questions arrivent, je perds le fil. Oui, nous avons acté à ce jour une condition de présence sur la saison pour l'attribution de chèques cadeaux. Avec cette nouvelle mesure, il ne devrait plus y avoir droit. C'est la question. Avec cette mesure, les salariés ne pourraient plus y avoir droit. Le nombre de salariés présents entre la décision et la distribution sont parfois très différents. Ça peut donc faire acheter trop de chèques et un impact fort sur le budget. Donc, plusieurs questions ici. L'activité est très saisonnière et donc ce que je comprends derrière ça, c'est que vous avez des salariés qui vont être présents à la saison. Donc, vous devez avoir ou des CDD ou des saisonniers et vous asseyez donc la saison, enfin la distribution des chèques, en l'occurrence des chèques cadeaux, à la saison. La difficulté, ça va être la suivante. Ça veut dire que si vous asseyez effectivement la distribution des chèques cadeaux, vous dites par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais que la saison est de janvier à mars, et vous dites de janvier à mars, nous, ce qu'on attribue, c'est un chèque cadeau d'une valeur de temps par salarié ouvrant droit. Il n'y aura pas de difficulté, à mon sens, en tout cas, elle est maîtrisable, parce que vous pouvez très bien dire, donc il y a pour ce premier trimestre, lorsqu'on est salarié, un jour, à minima un jour, on va dire, ou à minima quelques heures dans le cadre de ce premier trimestre, comme cette activité sociale et culturelle est servie pour ce premier trimestre, bah, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui auront été au moins un moment salariés de l'entreprise et donc ouvrant droit du CSE sur le budget essai pendant ce trimestre auront droit à ce chèque cadeau. Ça veut dire que si j'arrive au 1er avril, je ne pourrais pas réclamer une prestation qui n'était ouverte que pour les 3 premiers mois de l'année. Et c'est vrai finalement, et ça répond peut-être à la deuxième partie de la question, ce qui peut être possible de faire, une des modulations qu'on peut envisager, alors je parle sous réserve de tout ce que vous avez déjà en place ou vous voudriez mettre en place ou conserver, mais on peut imaginer un mécanisme effectivement où la prestation, elle serait assise à une période, y compris par exemple sous forme d'inscription. Là, vous évoquez le fait qu'on peut commander de trop. Ben, on peut avoir des périodes d'inscription. Certains CSE font, par exemple, si on parle des chèques Noël, ils disent, ben voilà, il y a une période d'inscription qui va du 1er novembre à la fin novembre, au 30 novembre. Et pendant cette période, c'est la période où je m'inscris et on va commander les chèques. Si vous arrivez, ou si vous étiez là, mais vous ne vous êtes pas inscrit après la fin de la période, vous n'aurez pas de chèque, parce qu'on ne les aura pas commandés. Et c'est une mécanique finalement plutôt de gestion qui va implémenter derrière la sécurisation. La sécurisation, parce qu'on ne veut pas commander de trop, et parce que ça permet de dire, ben voilà, quand vous êtes là, ben c'est très bien, vous êtes salarié, il n'y a pas d'enjeu, mais c'est uniquement pendant la période d'inscription, parce que c'est comme ça qu'on le gère, c'est comme ça que la politique est définie dans le cadre de ce CSE. Ça veut dire que si j'arrive au courant décembre, je serai bien salarié en décembre, mais c'est une prestation qui aura été construite et pour lesquelles les inscriptions se sont passées quand je n'étais pas salarié, et donc je n'y ai pas le droit. C'est pas forcément évident à gérer. C'est-à-dire, je veux dire, il y a des gens qui vont avoir des chèques cadeaux en décembre, et moi, j'arrive en décembre, j'ai pas de chèque cadeau. Mais ça s'explique. Et ça s'explique très bien sur un autre exemple. Lorsque, pour certains de CSE qui organiseraient des voyages, par exemple, bah, l'inscription du voyage, si certains CSE ont des moyens qui font des beaux voyages, bah, ça se gère 6 mois avant. Et on s'inscrit 6 mois avant. Et si j'arrive le mois du voyage, bah, je vais voir les collègues partir, je serai bien salarié de l'entreprise, et pourtant, je ne ferai pas le Paris-New York. D'accord? Donc, on est sur des logiques un peu de cette nature-là. Alors, une autre question. Dans ce cas, pourquoi est-il autorisé de discriminer avec ou sans enfant? Tu veux répondre? Oui, alors c'est pas la même chose, hein. En l'occurrence, on parlait tout à l'heure des critères sociaux qui ne sont pas considérés, entre guillemets, comme de la discrimination par le législateur et par l'URSSAF aussi d'ailleurs. Donc le critère, par exemple, de modulation par le quotient familial, par le nombre d'enfants, etc., est tout à fait possible pour certaines prestations.
est discriminatoire ce que la loi a décidé de considérer comme tel. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut distinguer la notion de discrimination de celle d'égalité ou d'inégalité de traitement. Là, la loi, elle permet tout à fait effectivement ce genre de distinguo. Et autre élément important, je réinsiste, la politique ASC, c'est à la main du CSE. Hein. Le monopole et la liberté que cela donne au CSE, ça lui permet d'avoir une politique ASC définie. Et une année, ça sera peut-être une politique plutôt tournée vers la petite enfance. L'année d'après, peut-être qu'on verra qu'il y a que des gens de 25 ans qui sont dans la boîte, une majorité qui n'ont pas d'enfants et que voilà. Prendre le week-end à Ibiza, bah, c'est très bien, et on aura du monde, alors que si on le fait dans une population pour laquelle c'est pas intéressant parce qu'ils ont des enfants et que ça les intéresse pas, bah voilà. Donc on n'est pas dans une politique de discrimination dans ce cas-là. Et d'ailleurs, le Code du travail, encore une fois, hein, cette jurisprudence, elle va pas trop sur la notion de discrimination, elle va juste sur que nous dit le Code. Le Code, il dit, c'est les salariés sans distinction, les stagiaires. Alors, autre question. Peut-on mettre en place des tranches d'ancienneté comme on met en place les tranches de salaire pour un chèque Noël, par exemple? Donc, plus de 6 mois à 100% du chèque Noël, 3 à 6 mois 80% du chèque Noël, 2-3 mois moins de 50% du chèque Noël. Ça serait tout à fait impossible, hein. Ça rejoint exactement la décision de la Cour de cassation. Ce n'est pas un critère qui serait accepté, que ce soit par le législateur et par l'URSSAF dès 2026, en tout cas. Oui, on est vraiment dans le critère d'ancienneté. Tout à fait. Et c'était d'ailleurs même pas acceptable avant cette jurisprudence, hein, parce que le fait de mettre en place le bénéfice ou non des ASC avec cette ancienneté était en effet accepté par l'URSSAF avant cette fameuse décision. Mais par contre, le fait de le moduler selon l'ancienneté n'aurait pas été déjà accepté à l'époque. Ouais. Autre question, quid d'un CDD de un jour en 2024? Le CDD d'un jour, il est salarié, un jour. Mais ça veut dire quoi en fait? C'est là où la question des impacts budgétaires notamment est intéressante. Si je suis salarié un jour, ça veut dire que ce jour-là, tant que je suis salarié, j'ai le droit à la prestation. Mais ça veut dire que le jour d'après, je suis plus salarié. D'accord? Donc, de toute façon, ça réduit le champ très clairement des prestations dont je pourrais bénéficier. Après, il faudrait une analyse des prestations dont on parle, mais effectivement, ça suffit. CDD, j'aurais même envie de vous dire, CDD, 1 heure, ça suffirait. Tout à fait, il faudrait arriver dans l'entreprise et directement courir au CSE et demander toutes les prestations possibles, mais ce serait une possibilité. Oui, non, j'allais tout simplement dire que, en effet, ça dépend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de la périodicité éventuellement des prestations. Il ne pourrait pas bénéficier de tout. Par exemple, le salarié qui rentre en effet un CDD d'1 heure en juin ne peut pas théoriquement, enfin, selon vos conditions, venir vous demander ses chèques Noël. Là, ça serait impossible. Ça renvoie à une autre question qui est intéressante avant de prendre la suite. Ça renvoie à la question de comment vous êtes informé qu'un salarié est salarié de la boîte. Parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les uns et pour les autres, mais on est souvent dépendant d'une info qui émane des RH, qui est une info qui tarde à venir. Hein. Ce n'est pas la première préoccupation des RH que de vous dire qui sort, qui reste ou qui entre. Par contre, ça devient, du fait de cette décision et de son application nécessaire au sein de vos CSE, ça devient un vrai sujet. C'est-à-dire que si est éligible aux prestations ASC, le salarié qui est là, qui vient d'arriver. Comment moi je sais alors qu'il vient d'arriver, c'est son premier jour, qu'il est bien ouvrant droit parce que salarié. Quand j'avais les critères d'ancienneté, j'avais 6 mois pour avoir l'info finalement, quand j'avais des critères d'ancienneté de 6 mois par exemple. Donc là, je ne l'ai plus. La question, alors certains CSE ont mis la pression sur leur direction pour avoir une information quasiment en direct. Ça dépend aussi de la boîte dont on parle. Une boîte de 10 000 personnes, c'est pas la même chose qu'une boîte de 200. Certains canaux un peu fluides existent déjà, c'est-à-dire que les CSE peuvent envoyer un mail au RH, ils ont la réponse en retour. D'accord. D'autres CSE se disent, bon, bah, si je n'ai pas l'info des RH, est-ce que je ne peux pas demander aux salariés de me produire, ne serait-ce que de me montrer, hein, je n'ai pas forcément besoin de le garder, mais son contrat de travail. Hein, ton contrat de travail qui indique bien qu'il est embauché à telle date, par exemple. Hein, mais voilà, ça, c'est des mécanismes auxquels il faut réfléchir. Autre question, un stagiaire, ça peut être un lycéen non rémunéré. Alors, très bonne question.
Très bonne question parce que c'est un vrai sujet. C'est d'autant plus un sujet qu'on a finalement aujourd'hui de plus en plus de stagiaires Mm. et puis toute une série de peut-être de jeunes qui interviennent. Alors il y a les alternants qui sont des vrais salariés quand Ouais. même, hein, mais il y a les stagiaires. Et aujourd'hui on avait les stagiaires de troisième, on a les Mm. stagiaires de seconde. Et si je ne me trompe pas, c'est 2 semaines en plus les stagiaires de Ouais. seconde. Donc, on a toute une flopée de stagiaires comme ça Mm. que les entreprises accueillent. Et le texte nous dit quoi? Bah, le texte, il nous dit stagiaire. Il ne nous dit Mm. pas stagiaire, que les stagiaires de seconde, ou pas les stagiaires de Mm. seconde, ou pas les stagiaires de troisième. Donc, dans l'absolu, si on lit le texte, Mm. il faudrait que ceux-ci soient aussi éligibles et bénéficiaires. Et c'est là où vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas de rapport entre un salaire qu'ils n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas Mm. de salaire, éventuellement une gratification qu'ils ont, mais qui n'est qu'une gratification, et le droit à bénéficier Mm. des ASC. La réflexion qu'on a, nous, entre Atlante et Secafi, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a quand même pas la faculté, en prenant un petit risque, hein, mais de distinguer entre stagiaires. Mm. D'accord? C'est pas ce que dit le texte. Et le Code de l'éducation renvoie d'ailleurs au fait que les stagiaires doivent bénéficier des activités sociales et culturelles. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire le distinguo entre un stagiaire qui serait dans un stage professionnalisant, où il Mm. apprend le métier, d'accord, d'un stage d'observation de 5 jours au final, hein, pour un élève de troisième, ou de 10 jours pour un Mm. élève de seconde, où finalement il va être en observation, et où on pourrait du coup considérer que finalement c'est un stagiaire un peu différent d'autres stagiaires. Mm. Euh, il faut se poser la question si elle vaut le coup d'être posée. C'est-à-dire s'il y a 2 stagiaires à l'année, Oui. bon, quel risque vous prenez en termes budgétaires notamment à ce qu'ils soient éligibles aux activités sociales et culturelles? Peut-être pas très fort. Il y a des entreprises où le nombre de stagiaires est nettement plus conséquent. Et donc la question a une force peut-être un peu plus, Mm. plus importante, enfin en tout cas des conséquences Mm. potentiellement plus importantes. En Alors, effet, hein, c'est ce qu'il faut bien retenir, hein. Même s'il n'y aura pas d'impact sur la masse salariale, entre guillemets, puisque pas de rémunération, c'est pas pour autant qu'il ne doit pas bénéficier des ASC. on a jusqu'à quelle heure, nous? 45. 45, on a encore 3 minutes. Alors, j'en prends une autre. Confirmez-vous que les offres ASC ne sont pas rétroactives à la date d'entrée du salarié durant l'année civile? Mm. Exemple, les chèques vacances ont été distribués au mois d'avril et Mm. il n'y a qu'une seule distribution d'un salarié Mm. entrant l'effectif. Le 1er septembre 2024 ne peut Mm. pas être. Effectivement, Mm. tel que vous formulez la question, on a plutôt tendance à vous répondre que le salarié qui arrive après la bataille, il Mm. arrive après la Tout à bataille. fait. Mm. Là où il faut que vous fassiez très attention, et ça fait partie de notre travail dans l'audit, dans l'accompagnement qu'on propose, c'est de bien se poser la question aussi de la communication envers les Mm. salariés. D'abord parce que la règle bien comprise, c'est la règle qu'on donne, c'est-à-dire que si vous ne dites rien ou vous dites de Mm. façon parcellaire les choses, ça laisse des moyens, en tout cas des Mm. incompréhensions possibles pour les salariés. D'accord? Je vous prends un exemple. Remboursement, un CSE qui fait un remboursement de club de sport. D'accord? La moitié de mon club, de mon abonnement annuel au club de sport est remboursé. Le CSE communique, mais il ne précise pas vraiment quoi que ce soit d'ailleurs. Mm. D'accord? Eh ben, on a des salariés qui vont venir sur demander des remboursements de leur inscription sur plusieurs années, parce que la communication du CSE Mm. n'avait pas défini que c'était pour cette année, vont arriver avec des demandes qui sont des montants très importants, parce qu'il n'y a pas eu de, Très euh, fort, de ouais. Mm. montant ou de taquet qui a été mis Mm. par le CSE. Et effectivement, si je m'inscris à un club pas très cher comme il en existe Mm. aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose si je m'inscris pour faire de la natation au club des nageurs de Marseille Mm. ou au club de golf de Salon-la-Bretèche, d'accord? Et la moitié de 1 500 euros, c'est pas la moitié de Mm. 200, quoi, hein. Donc, la communication va être très importante Mm. pour que les règles soient bien définies et qu'y compris vous puissiez dire non à un moment donné à des salariés ouvrant droit qui viendraient vous demander hors cadre. D'accord? Donc, cette Mm. communication, elle va Mm. être fondamentale. Et donc définir une période d'inscription, tout à fait. Voilà. On va en prendre une dernière. Ouais.
Donc vous aurez Pierre vous l'a dit, on vous l'a dit dans le fil aussi, euh, le support vous Hum, sera envoyé et puis vous avez vous aurez nos contacts. tout à fait. Alors, j'en prends une dernière. Hum. Bonjour, est-il légitime pour le CSE de mettre une condition semblable à l'employeur telle que période d'essai terminée dans un CDI? Non, c'est le même principe, hein. La lecture du texte parle de salarié et stagiaire de l'entreprise. Il n'y a pas de salarié ayant terminé sa période d'essai. Ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, alors on sait que vous avez d'autres questions. Hum, On espère néanmoins auxquelles on n'a pas répondu du coup, compte tenu du temps imparti. On espère néanmoins que ce webinaire vous aura été hum. utile. Vous avez les références des décisions, des grandes décisions et du cadre qui est celui que vous devez appliquer à partir de maintenant. Merci à tous. Vous avez nos coordonnées si vous voulez nous Hum. contacter. Merci Pierre. Avec plaisir. Merci Diego, merci à tous et à très bientôt. On sera à vos côtés.